c'est quelque chose de très moderne que de considérer qu'une femme a le droit de décider si elle a ou non des enfants et à quel moment elle peut les avoir. Et l'homme qui a porté cette idée, c'est Pierre Simon. Pierre Simon est un grand humaniste, un médecin, méconnu aujourd'hui, mais peut-être l'homme qui a fait le plus pour le droit des femmes à disposer de leur propre corps. C'est le père de l'accouchement sans douleur, en tout cas importé en France. C'est un des cofondateurs du planning familial. Il est le rédacteur aussi, avec Lucien Neuwirth, des grandes lois sur la contraception et il prépare le projet de loi pour Simone Veil sur l'IVG. L'accouchement sans douleur, il faut bien comprendre que ça s'inscrit en contraste ou en opposition à un discours qui est « tu enfanteras dans la douleur », un discours judéo-chrétien qu'on a tous malgré tout entendu. Et Nikolaïev, qui est le grand professeur russe de médecine qui invente cette méthode, travaille sur l'idée qu'on peut dissocier, anéantir la douleur, l'anéantir, la bloquer véritablement dans le moment de l'accouchement. Et c'est cette méthode un peu technique qu'il apprend à Pierre Simon, qui y passe plusieurs semaines, plusieurs mois, fait des allers-retours et réapporte et puis ensuite va propager partout en France, ce qui aujourd'hui semble une évidence. Le deuxième combat de Pierre Simon, ça sera la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le planning familial, qui va s'appeler dans un premier temps la maternité heureuse. Tout un programme, et qu'il va cofonder avec des femmes notamment, et puis des hommes. L'idée, c'est d'enseigner la maîtrise de son propre corps, d'enseigner aussi un petit peu la sexualité, mais surtout la façon dont cette sexualité peut, on va dire, être contrôlée dans ses effets, qui sont notamment la natalité. Et donc ça partira d'un premier appartement, d'une cuisine à Grenoble, d'un premier centre, et puis ensuite ils iront comme ça propager la bonne parole, qui est illégale à l'époque, jusqu'à avoir quasiment 450 000 adhérents, des Français de partout, des Français et des Françaises, qui participeront au mouvement du planning familial, qui aboutira à des grandes victoires, comme notamment la loi Neuwirth sur la contraception. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, depuis 14-18, parce que la France a été dépeuplée par les combats, il y a une loi qui a été prise en 1920 qui interdit la promotion et d'effectuer la contraception et l'avortement. Donc interdit la méthode et puis interdit même d'en parler. Et Pierre Simon va aller absolument contre ça. Et il va passer son temps il va passer les frontières avec des valises, allant à l'étranger, chercher des diaphragmes. Il dépassera comme ça par la frontière en Suisse avec la France, et puis il ira aussi chercher le premier stérilet qui vient d'être inventé à Singapour, comme il ira chercher les premières pilules américaines en Californie, là où elles sont créées, la pilule moderne. Donc il est un trafiquant et il sera contrôlé, arrêté, et puis il s'en sortira et continuera à diffuser à la fois et la bonne parole et directement des produits à utiliser immédiatement. Le combat de Pierre Simon est féministe, même s'il n'aime pas le terme, parce qu'il est associé à son époque à des tas d'autres combats, des choses compliquées. Pierre Simon, c'est un humaniste. Il est franc-maçon, il deviendra grand maître de la Grande Loge de France. Ce qui l'intéresse, c'est l'humanité dans son entier. Les hommes et les femmes y compris, à totale égalité. Donc il ne se considère pas comme féministe, il se considère comme humaniste, en faveur de tous et de la plus grande égalité. Ce qui fait qu'il sera un féministe sans le savoir, en quelque sorte, et ce jusqu'à la fin de sa vie en 2008. Il ira en parallèle. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Pierre Simon, c'est que c'est un combattant par le droit, c'est-à-dire par la loi. Il pense qu'il faut faire avancer la loi, il faut la faire bouger. C'est un combattant par le progrès, par la médecine, par la science. Il dit il ne faut pas avoir d'œillères, il faut aller chercher là où les choses s'inventent et là où les progrès se font. Il va à Londres, par exemple, pour inventer ensuite ce qu'on appellera le planning familial, qui s'appelle au début la maternité heureuse, qui est une chose créée à Londres dans une autre version, mais une version très anglo-saxonne, mais qui vient des suffragettes. Il s'apercevra que quand il fait ses premiers accouchements, que l'homme est « tu enfanteras dans la douleur ». L'accouchement doit être vécu comme une punition aux yeux de l'Église catholique et aux yeux de l'ordre des médecins, dont il faut toujours rappeler qu'il a été écrit sous Vichy. Et Pierre Simon s'est dit il y a quelque chose d'absolument incroyable et révoltant à ce qu'une femme qui fait un geste si extraordinaire qu'est de donner la vie, on lui fasse payer en quelque sorte le fait que cette vie elle a été conçue dans une relation sexuelle en quelque sorte et que la femme serait une pécheresse. Et elle doit donc souffrir alors qu'il y a des moyens techniques médicaux qui commencent à exister qui permettent de soulager cette souffrance. Alors Pierre Simon, ni une ni deux, il va à Leningrad, en URSS, chez le professeur Nikolaïev, qui est le premier qui a mis au point les techniques d'accouchement sans douleur. Et il les étudie sur place, et il les rapporte, et il les
implantes à la clinique des Bleuets, où il exercera, qui sera un haut lieu de la conquête des droits des femmes, qui va se poser la question de la contraception et de l'avortement. C'est illégal, ça l'est depuis les années 20, en raison de la guerre de 14-18, où il fallait repeupler la France après 1 million de morts. Donc en gros, on a bridé les moyens de contraception et d'avortement, on les a pénalisés pour pouvoir repeupler la France. Il y a quelque chose d'absurde. On force des femmes à être enceintes alors qu'elles ne sont pas prêtes, que ce n'est pas le bon moment, on brise leur carrière, on les déscolarise, en les empêchant, en les empêchant de pouvoir éviter d'être enceintes. Et il y a quelque chose d'absurde. Et puis, si c'est un enfant, si elles ont été violées, si tous les cas qu'on connaît, et même les cas normaux, entre guillemets, enfin normaux, plutôt classiques, et pas nécessairement le contraint, qui dit il y a la possibilité pour les femmes de choisir quand même le destin de choisir leur destin et de ne pas le subir. Donc il commence à militer pour la légalisation de la contraception. Il sera un ardent défenseur de ce qui sera ensuite la loi Neuwirth, donc il rencontrera et qui poussera le jeune député Neuwirth à devenir le héros du combat à la Chambre, au Parlement, pour faire passer la loi qui verra le jour en 1967, c'est-à-dire peu de temps avant 1968, et qui permettra aux femmes en France d'avoir accès à la pilule. Il sera aussi le combattant de l'avortement. Il préparera les projets de loi pour Simone Veil. Il travaillera beaucoup sur la question de l'avortement, pensant toujours que ce sont deux choses importantes et corrélées, et qu'on ne peut pas distinguer l'un de l'autre, et que ça va dans un même mouvement, une même possibilité pour les femmes de pouvoir, encore une fois, choisir leur propre destin, de ne pas le subir par l'Église, par leur mari, par le patriarcat, par autre chose. Alors, je vous recommande, si vous l'avez, mais les gens qui l'ont sont bien rares, un livre extraordinaire qui s'appelle « Les étapes maçonniques d'une... » un livre qui s'appelle « De la vie avant toute chose ». Ce livre est le livre du docteur Pierre Simon, gynécologue accoucheur, donc mon collègue, ancien grand maître par 2 fois, je crois, de la Grande Loge de France, qui a écrit un livre pour expliquer tous les objectifs et tous les buts, tant de la franc-maçonnerie dont je vais parler tout à l'heure, que du planning familial qui est très intriqué avec eux. On ne trouve plus ce livre qui était publié aux éditions Mazarine en 1979. Il a été retiré presque aussitôt du commerce. Mais il y a une étude qui a été fort bien faite par M. Arnaud de Lassus, que l'on peut trouver à l'Action familiale et scolaire. Et cette étude est une petite plaquette courte et facile à lire, qui s'appelle « Les étapes maçonniques d'une politique de la mort » à propos du livre de Pierre Simon. Les francs-maçons, ce sont quand même toujours aussi un peu les mêmes. Donc on a parlé de ce livre. Là aussi, les francs-maçons, ne croyez pas qu'ils ont disparu, loin de là. Tout le monde sait très bien qu'ils sont très puissants. D'ailleurs, il faut dire que Pierre Simon est un des cofondateurs du mouvement français du planning familial. Donc il est franc-maçon, il a écrit son livre au titre de franc-maçon, mais il est du planning. Et en 1973, il a fondé l'Institut de formation, de recherche et d'études sur la sexualité et le planning familial. Vous voyez, il forme toujours des tas d'autres groupes. Il se réfère dans son livre à un ordre maçonnique, à une tradition maçonnique. Il constate un conflit entre 2 conceptions du monde. L'une qui est scientifico-maçonnique, bien sûr qu'il faut faire triompher selon lui, et l'autre d'inspiration chrétienne et que la science rendrait périmée. Aussi, il appelle sans cesse, donc lui et les francs-maçons, à un changement radical, à des conceptions nouvelles sur la vie, la nature, la morale, la famille. Et c'est lui qui a cette superbe phrase, il dit que la vie n'est plus un don de Dieu, mais un matériau qui se gère. Alors, comment doit-on gérer ce matériel ou ce matériau? Eh bien, en tenant compte des relations, de l'épanouissement, des possibilités d'insertion dans la communauté humaine, et bien sûr des êtres vivants qu'il s'agit de gérer. La société, selon lui, se réorganise avec la réduction du temps de travail. Là, je le cite, j'ai quelques citations parce que vraiment, quand même, il faut les entendre. Première citation, « La sexualité et l'érotisme exigeant du temps libre. Ce temps sera dévolu à chacun.
Le bonheur sera sans Marx et sans Jésus. Le mariage deviendra une commodité sociale. Son problème, ne pas empiéter sur la vie sexuelle. Au géniteur succédera l'amant. Donc, de nouvelles techniques contraceptives et abortives vont inéluctablement devoir être mises au service de ce bonheur. Et de même, pour la fécondité, avec l'insémination artificielle, on disposera de la procréation sans l'acte sexuel, à l'inverse de la contraception où c'était l'acte sexuel sans la procréation. Tout se gère. Autre citation, enfin la suite. D'un côté, le couple affectif et sexuel, la femme procréatrice, l'homme non géniteur. De l'autre, la société médiatisée par le médecin, qui rapproche la demande d'enfants d'une disponibilité de semences anonymes, contrôlées et gouvernées par la banque du sperme. C'est en un sens la société tout entière qui féconde le couple. C'est l'optique de ceux qui font passer la révolution contraceptive. Les lois vont toutes dans ce sens, et vous savez que les lois de la bioéthique dont nous ne parlerons pas ce soir vont exactement dans le même sens. C'est la suite. Résultat, encore une citation, la sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer ici. Le père n'est plus le géniteur, mais celui qui élève l'enfant. Donc, bien sûr, le père élève l'enfant sous la gouverne de l'État qui va quand même se charger de s'immiscer dans la famille et de se substituer à la puissance paternelle défaillante. Vous voyez qu'avec la force et l'impact que l'on connaît tant au planning qu'à la franc-maçonnerie, nous ne sommes quand même pas sortis des problèmes. Alors la méthode d'action sociale et politique de la franc-maçonnerie, elle est très au point, et les faits ont prouvé son efficacité. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils le disent là aussi, ils expliquent comment ils font. Alors ils expliquent. Au départ, il faut disposer d'une bonne étude et d'une bonne équipe, comme dans les loges. Puis, il faut orienter l'action. Alors, procéder par évolution et non par révolution. Donc, des transformations et des mutations progressives et successives pour que les gens s'habituent. Inscrire dans le champ du réel, c'est-à-dire dans les revendications populaires, ce que la loi rejette. Et une fois un certain consensus obtenu, on nous parle toujours du consensus, en partie à l'aide de forces contestataires, on fait récupérer par l'État ce qui jusqu'ici apparaissait comme une thèse contestataire. Pour ce faire, les instruments de l'action sont les militants, les réseaux d'appui plus larges, comme le planning familial qui s'étend au-delà de la franc-maçonnerie, et l'argent. Bien sûr, il faut associer deux choses très importantes, le viscéral, qu'il faut associer aux scientifiques pour obtenir le soutien populaire, et surtout, disent-ils, ne pas négliger les théologiens. Donc, action puissante et décisive des loges, qui sont des véritables laboratoires de pensée. Il faut quand même souligner que la base d'infiltration privilégiée de la franc-maçonnerie est essentiellement le Parti socialiste et ses alliés, objectifs ou honteux, comme les centristes.